Bonjour, aujourd'hui, section 5.3, la FEM induite dans une tige. Bon, pas n'importe quelle tige. Une tige en mouvement, dans un champ magnétique, conductrice. Donc, qu'est-ce qui va arriver? On prend la tige. Donc, dans ce cas-ci, on en a fait un cylindre, c'est parfait. Elle est en mouvement dans le champ magnétique, c'est un conducteur, donc il y a des électrons libres. Qu'est-ce qui va arriver à mes électrons libres dans ce cas-là? Qu'est-ce que j'ai? J'ai des électrons libres qui sont réellement en mouvement avec la tige, et donc qui sont en mouvement dans un champ magnétique. Ils vont donc subir une force magnétique. La direction de la force magnétique, je peux la trouver avec ma règle à main droite, comme on avait vu au chapitre 4. Je mets les doigts dans la direction de V, je les plie vers B, ce qui fait que mon pouce il pointe par en haut. Bon, évidemment, c'est des électrons, donc je multiplie par une valeur de Q qui est négative, ce qui veut dire que ma force, elle va être vers le bas. J'ai des électrons libres à l'intérieur de ma tige, qui sont attirés vers le bas. Fait qu'ils vont faire quoi? Ils vont aller par en bas. Donc, une fois qu'ils arrivent en bas, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe qu'en bas, il s'accumule d'une certaine façon un surplus d'électrons, puis qu'en haut, il en manque. Les électrons sont partis, sont attirés vers le bas. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que maintenant, j'ai une zone positive dans ma tige, j'ai une zone négative ici, il apparaît donc un champ électrique. Qu'est-ce qui arrive maintenant à mes électrons? Maintenant, mes électrons subissent une force électrique vers le haut, dans le sens opposé au champ électrique. Le champ électrique va par en bas, fait que les électrons subissent une force électrique vers le haut, et il y a toujours la force magnétique qui, elle, n'est pas disparue. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que plus le temps passe, plus il y a d'électrons qui s'accumulent en bas, plus il manque d'électrons en haut, plus le champ électrique devient grand, et plus la force électrique devient grande. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les deux forces soient de même module. Quand elles vont être de même module, les électrons ne seront plus attirés ni vers le haut ni vers le bas. Et donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir atteint un champ électrique maximum. Et ça, on va l'atteindre quand les deux forces vont être de même module. À partir de là, il n'y a plus d'électrons qui vont s'accumuler. Donc, il n'y en aura pas de plus en plus. Ça va être fini. Il n'y a pas d'électrons qui vont partir de la partie du haut ici. Et donc, une fois qu'on a atteint cet équilibre-là, que les deux forces sont de même grandeur, ben, on a atteint le maximum de charge qui s'accumule en haut puis en bas de ma tige. Fait en grandeur, on peut aller chercher cette valeur-là. On a la force magnétique en module, c'est QVB. La force électrique qui est Q fois E. Ici, on peut... Q, c'est moins E, mais ça ne change rien parce que de toute façon, ça va s'annuler. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste V fois B qui est égal à E. Et on a vu, dans le chapitre 2, que delta V, la différence de potentiel, est égale au champ fois la distance, ici que j'appelle L, qui est la longueur de la tige. Et donc, je peux en conclure que comme E, c'est la vitesse fois le champ magnétique, bien, je peux remplacer le E qui est ici et trouver que le delta V, la différence de potentiel qui va exister entre les deux extrémités de la tige, ça va être la vitesse fois la longueur fois le champ magnétique. Donc, la FEM induite, VLB. Si vous avez l'impression d'avoir déjà vu cette équation-là, vous avez raison. Ça donne la même chose que ce qu'on avait fait dans la section précédente, quand on avait la tige qui était en mouvement sur un rail. On arrivait au même résultat. C'est normal, c'est le même phénomène. Alors, le générateur linéaire, on va se servir de ce qu'on vient de voir. On vous demande de déterminer la puissance électrique dissipée, ainsi que la puissance mécanique nécessaire pour tirer la tige. Alors, si je prends ça ici, je tire sur la tige, on va dire que la résistance de l'ensemble du système est à peu près nulle, sauf pour la valeur R qui est ici, qui est 0,15 ohms, donc une petite résistance. Ce générateur-là est à l'intérieur d'un champ magnétique de 0,5 Tesla. Et on tire sur la tige pour la faire se déplacer à 2 mètres par seconde. La tige a une longueur de 30 cm. On va commencer par des choses qu'on connaît déjà. Premièrement, la puissance électrique, c'est R foyer au carré. La puissance mécanique, ça c'est quelque chose que vous avez vu dans le cours de mécanique, c'est la force fois la vitesse. Donc si je trouve c'est quoi la force avec laquelle je tire sur la tige, multipliée par la vitesse, qui est 2, on l'a vu à la page précédente, bien, je vais trouver quelle est la puissance mécanique que je dois fournir à la tige pour la faire se déplacer à 2 mètres par seconde. Alors, je repars avec
ce qu'on a vu, je ne referai pas la démonstration, on a fait la démonstration dans les pages précédentes, on a trouvé que la FEM induite, c'est VLB. Remarquez que cette équation-là n'est pas sur la feuille de formule, donc si vous en avez besoin, il faut que vous la démontriez. Donc dans ce cas-ci, on va faire quoi? La vitesse c'est 2, la longueur c'est 0.3, le champ magnétique c'est 0.5. Et donc, j'ai une FEM induite qui apparaît dans la tige de 0.3 volts. Avec ma résistance de 0.15 ohms, je sais maintenant qu'il va apparaître dans mon circuit un courant de 2 ampères. Et donc, la puissance dissipée dans la résistance, donc combien d'énergie à chaque seconde va être libérée par la résistance qui est ici, va être transformée en chaleur, bien, R fois I au carré, alors 0.15 fois 2 au carré, ce qui me fait 0,6 watts. On a vu tantôt que la puissance mécanique, c'était la force fois la vitesse. Et ici, la vitesse, elle est constante. Parce qu'on vous a dit, on veut la faire se déplacer à une vitesse de 2 mètres par seconde de façon constante. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'accélération. Et donc, ma somme des forces doit donner 0. Alors, il y a deux forces. Il y a la force mécanique. Je suis en train de tirer sur la tige physiquement. Et il y a une force magnétique qui apparaît parce que j'ai une tige qui est en mouvement dans un champ magnétique, il y a un courant qui apparaît, et donc j'ai une tige parcourue par un courant dans un champ magnétique, et donc ça crée une force magnétique. Donc, beaucoup de donc, excusez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, nécessairement, ces deux forces-là doivent être dans des sens opposés, parce qu'on veut que la somme des forces soit 0. Je sais que je tire sur la tige vers la droite, parce que c'est par là qu'elle va la tige. Et donc, je sais que la force magnétique doit être de l'autre côté, elle va être de l'autre côté, et que ma somme des forces doit donner 0. Et donc ces deux forces-là doivent avoir le même modèle. Ma force magnétique, c'est quoi? Bien, on revient à ce qu'on avait vu au chapitre 4. La force magnétique, c'est le courant fois la longueur de la tige fois le champ magnétique. Donc 2 fois 0.3 fois 0.5, 0,3 newton. C'est la force magnétique qui apparaît dans mon circuit quand le courant de 2 ampères est créé. Donc, quand je tire dessus, je crée une différence de potentiel, une FEM induite. Ça crée un courant dans le circuit et il y a une force magnétique qui apparaît de 0,3 newton. La force mécanique n'a pas le choix d'être de même grandeur. Parce que si ce n'était pas la même grandeur, la tige serait en train d'accélérer ou de ralentir. Donc, nécessairement, la vitesse ne serait pas constante. Donc ici, ma force mécanique, elle est de 0,3 newton. Alors, 0,3 vers la droite. Ma vitesse, 2 mètres par seconde vers la droite. Fait que 0,3 fois 2, ça fait 0,6. I fois I, ça fait 1. Fait que 0,6 watts. Évidemment, la puissance mécanique et la puissance dissipée sont de même grandeur. Je n'étais pas vraiment obligée de faire tout ce calcul-là. J'aurais pu juste dire, ben, s'il y a 0,6 watts qui est dissipé dans la résistance, il y a 0,6 watts qui est créé par la force mécanique. Petit retour sur la loi de Lenz. Donc, si la longueur de la tige est vraiment petite, donc par exemple, si ma longueur c'est D, ici, parce que là, je prends la tige dans l'autre sens, évidemment, je comprends que ça a l'air un petit peu weird, parce que quand on regarde un objet comme ça, je vous dis c'est quoi la longueur, mais vous dites la longueur, c'est cette longueur-là. Mais ici, la longueur, c'est la longueur de l'objet dans le sens perpendiculaire au déplacement. Fait que si ma tige ici, je la déplace vers la droite, ici, bien, la longueur L, ça correspond à l'épaisseur de l'objet. Si mon objet est très petit, très mince, bien, on peut considérer que la FEM induite qui va apparaître va être à peu près nulle. En fait, c'est vrai que ça ne fera pas une bien grosse différence. Fait que souvent, quand les tiges vont se déplacer, comme ceci, dans le sens de la longueur, là, quand la vitesse est dans le sens de la longueur, bien, on va considérer que la FEM induite, dans ces cas-là, c'est à peu près nul. Ça nous ramène à ce qu'on avait vu au début de la section 5.1. Quand j'avais un cadre comme ça, qui est conducteur, et que je fais entrer dans le champ magnétique, dans une zone où il y a un champ magnétique, je vous ai dit, bien, il y a un courant qui va apparaître ici. On peut retrouver cette idée-là à partir de ce qu'on vient de voir. En fait, on peut dire que quand il va arriver ici, les sections d'en haut puis d'en bas, on va considérer que leur épaisseur est négligeable et qu'il n'y a pas de FEM induite dans ces deux zones-là. On ne va pas les considérer tout simplement. Il y a une FEM induite qui va apparaître dans
la tige de droite, mais pas dans la section de gauche parce que ici, elle n'est pas dans le champ magnétique. Donc, évidemment, cet effet-là va apparaître uniquement quand j'ai ma tige conductrice en mouvement dans le champ magnétique. Fait que si je ne suis pas dans le champ magnétique, il n'y a pas de FEM qui apparaît ici. Fait que ça veut dire que, ici, mes charges négatives vont venir s'accumuler dans le bas, mes charges positives vont s'accumuler dans le haut, et ça ici, cette tige-là, va se comporter comme si c'était une pile. Comme si c'était une pile avec la FEM induite telle que calculée, donc V fois L fois P, comme on l'a vu au début de la section. Donc, ça se comporte comme une pile comme ça ici, et ça crée un courant induit à l'intérieur du cadre, tout simplement. Donc, le courant va être en sens anti-horaire. Qu'est-ce qui arrive quand le cadre est entièrement dans le champ magnétique? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de FEM induite? Non, en fait, c'est pas tout à fait ça qui arrive. Donc, les deux parties qui sont horizontales, elles, c'est comme tantôt, on considère que la FEM induite dans ces parties-là sont à peu près nulles, mais dans les deux sections verticales, on a quand même le même phénomène. Deux tiges en mouvement dans un champ magnétique. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que dans les deux cas, je me retrouve avec des charges positives qui s'accumulent en haut, des charges négatives qui s'accumulent en bas. Et donc, les deux se comportent comme une pile avec la même FEM induite. Qu'est-ce qui arrive si je mets deux piles face à face de la même grandeur? Mais il n'y arrive rien dans le sens où le courant va donner 0 parce que ici, cette pile-là, cette FEM induite-là cherche à faire un courant dans ce sens-là et celle-ci cherche à créer un courant dans l'autre sens. Bien, évidemment, il n'y en a aucune des deux qui va gagner parce qu'elles sont exactement de la même longueur, elles vont à la même vitesse dans le même champ magnétique, donc elles ont toutes les deux la même FEM induite, ce qui fait que le courant total va juste donner 0. Et donc, il n'y a plus de courant. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de FEM induite. Il y en a une de chaque côté. Le total donne 0. Et donc, pas de courant induit. Quand le cadre ressort, bien évidemment, on va retrouver quelque chose de similaire à ce qu'on a vu tantôt. Cette fois-ci, c'est dans la tige de droite que la FEM induite disparaît parce qu'elle n'est plus dans le champ magnétique. Et il ne reste que la FEM induite dans la tige de gauche. Donc, ça se comporte comme une pile. Et une pile où le côté positif est en haut, le côté négatif est en bas, ce qui crée un courant dans le sens horaire. Et donc, on revient à ce qu'on avait vu quand on a parlé de la loi de Lenz, qu'on avait observé que c'est ça qui se passe, avec une façon de l'observer ou de le décrire qui est différente de ce qu'on avait vu avec la loi de Faraday, et qui donne le même résultat, évidemment. Alors, si je prends cet exercice-ci, l'exercice 5.3.4, à faire par vous-même, ce que vous avez à faire, c'est ceci. Vous avez un cadre carré de 20 cm de côté, et je le tire à 3 mètres par seconde. Il y a une portion du cadre qui est ici, qui est dans une zone où il y a un champ magnétique de 0,5 Tesla. On vous dit que la résistance totale de l'ensemble du cadre, c'est 10 ohms. On veut que vous déterminiez le sens du courant induit et de la force mécanique nécessaire. Et pardon, pas le sens de la force mécanique, là, ça c'est clair, on tire vers la droite. Donc, le sens du courant induit et la valeur de la force mécanique nécessaire pour tirer le cadre à 3 mètres par seconde. On fait ça ensemble au début du prochain cours.